Bon, alors, vous l'avez compris, je suis conteuse, et vous allez le voir, je n'ai ni barbe blanche, ni cheminée, ni sabot. Bon, a priori, ça colle pas trop, mais en plus, je suis actuellement en train de passer un master en débrouillage de fil. Du coup, il faut que je m'entraîne. Voilà. Mais ça ne va pas m'empêcher de vous raconter ce que j'ai à vous raconter. Hein. Donc, pour le master, j'ai compris un truc, c'est qu'il faut choisir un fil après l'autre, parce que sinon, on ne s'en sort pas. On ne peut pas tout démêler en même temps. Alors, donc, ce que je voulais vous raconter, c'est ce jour où, avec ma copine Isa, on avait fait une balade au bord de la Seine, et puis je lui avais parlé de mes problèmes de diffusion. Et puis, sur le pas de la porte, elle me dit mais enfin, Karine, il y a un truc que je ne comprends pas. À l'heure de ChatGPT, du TGV, de l'IA, des satellites, c'est un peu vieillot tes comptes là. Pourquoi tu ne fais pas des genres d'actualisation? T'as jamais essayé? Vas-y, essaye, je sais pas moi. Tiens, prends peau d'âne, tu le mets aujourd'hui à New York. Ça ferait quoi? Ok. Moi, le truc, c'est que faut pas me chauffer. Et Isa le sait très bien. Du coup, je lui ai dit, ok, on rentre. J'ai allumé un bon feu à l'ancienne. Hein, et puis, je me suis lancée. Je vous raconte. Jenny vivait avec ses parents dans un quartier de Manhattan avec des maisons, avec des jolies briques et puis des volets colorés, Soho. Et ses parents, ils étaient riches. Ils travaillaient au quartier d'affaires à Downtown. Ils travaillaient, mais ils n'avaient pas beaucoup de temps, mais ils avaient quand même beaucoup d'argent. Et depuis que Jenny était née, son père l'appelait My Little Princess. Et Jenny, elle adorait ça. Et puis tout le monde disait que plus elle grandissait, plus elle ressemblait à sa mère. Et je peux vous dire que c'était un compliment parce que sa mère, elle était belle. Bon, n'empêche qu'un matin, la mère, elle n'a pas pu se lever. Pétrifiée, panne sèche, trop fatiguée. Bon, elle s'est reposée une journée entière, couchée, et puis celle d'après, et celle encore d'après, les médecins sont venus, ils ont parlé de burn-out. Ça peut être très grave. Hein. Au point qu'un jour, elle a senti que la mort s'approchait. Alors elle a demandé à son mari, écoute, après ma mort, si tu dois te remarier, je voudrais que elle soit aussi belle que ce que j'étais. Je voudrais qu'elle me ressemble trait pour trait. Et paf, elle est morte. Et le père, tsunami, et il a échoué sur son canapé. Il s'est transformé en homme canapé. Il n'allait plus travailler. Il passait ses journées à avaler des séries, des antidépresseurs, des anxiolytiques, et puis à manger ce que sa fille préparait pour lui. Parce que bon, Jenny, elle venait de perdre sa mère. Et quand elle a vu son père dans cet état-là, elle ne pouvait pas se permettre que lui aussi s'effondre. Alors elle s'occupait de tout. Elle s'occupait des courses, du ménage, de la lessive, elle lui remontait le moral, elle lui achetait ses bières. Et ça durait comme ça, et puis les copains venaient de moins en moins. Au bout d'un moment, il y en a quand même un qui lui a dit, écoute, là, il faut que tu te ressaisisses. Il faut que tu trouves une nouvelle meuf. Ça va te faire du bien, tu vas voir. Appli de rencontre. Il faisait défiler les portraits, puis se souvenait de la promesse qu'il avait faite. Il n'y en avait aucune qui ressemblait. Le printemps est arrivé, et avec lui, les envies. Jenny est allée, puisqu'elle avait la carte bancaire, elle est allée faire les soldes. Elle s'est acheté un petit ensemble short court, débardeur, framboise, décolleté. Elle s'est fait des mèches. Elle est arrivée pimpante. Le salon était baigné de lumière. Il y avait le jardin qui s'offrait au regard. Elle était heureuse. Elle a jeté son sac dans l'entrée et elle est allée s'asseoir près de son père qui était toujours sur le canapé. T'as vu, papa? Je me suis fait des mèches. Qu'est-ce que t'en dis?
Il a regardé comme ça, il a touché, il a dit ouais, c'est pas mal. Puis il a passé sa main dans la nuque de Jenny. Et elle s'est sentie mal. Elle a vu s'allumer dans les yeux de son père un désir qui l'a glacé. La respiration de son père s'est accélérée et lui, dans les traits de sa fille, il voyait ceux de sa femme. Il a été pris d'un désir. D'un coup sec, il a approché le visage de Jenny vers ses lèvres à lui. Il a essayé de l'embrasser. Alors elle s'est débattue, elle dit « Mais ça va pas, t'es fou ou quoi? Mais arrête de boire, tu fais n'importe quoi, papa !» Et elle est allée s'enfermer dans sa chambre, à double tour. Elle a tout de suite appelé sa marraine. Bah oui, évidemment que je te crois. Ça s'invente pas des trucs pareils. Bon, écoute, voilà ce que tu vas faire. Tu vas mettre dans un sac les 3 robes de soirée de ta mère. Celle en strass or, puis celle en strass argent. Et puis tu sais, celle aussi en dentelle. Et puis tu mets, écoute-moi bien, dans une petite pochette, les 3 bijoux qu'elle t'a laissés. Oui, l'anneau, le pendentif et la broche. Tu mets tout ça dans un sac. Tu prends le manteau qu'on a chiné ensemble à Williamsburg, tu sais, le manteau en fourrure avec la capuche. Et puis quand tu sors, tu rabats bien la capuche. Ça te protégera et dès que tu es dehors, tu m'appelles. D'accord ? Jenny a fait tout ce que sa marraine disait. Puis elle est restée assise comme ça sur le bord du lit. Elle se disait que si elle n'avait pas raconté ce qui venait d'arriver, tout de suite, elle aurait elle-même douté que ce soit jamais arrivé. Parce que son père, lui, il avait fait comme si de rien n'était. Il était resté tranquillement devant la télé. Elle avait entendu la télé s'éteindre, les pas dans le couloir, puis la chasse d'eau, le lavabo, les pas dans le couloir et la porte de la chambre s'était refermée. Elle l'a entendu qui ronflait. Elle a rabattu la capuche sur sa tête et elle a traversé l'obscurité. Elle a ouvert la porte, dévalé l'escalier. Arrivée dehors, il s'est mis à pleuvoir. Elle a... à Central Park. Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents. Vous aimez votre père, je comprends. Quelles que soient vos raisons, quels que soient pour lui vos sentiments. Mon enfant, on n'épouse jamais sa maman. On dit que traditionnellement, des questions de culture et de législature décidèrent dans leur temps qu'on ne mariait pas les filles avec leur papa. Il est quand même bizarre ce Jacques Demy, non? Il fait comme si c'était la fille qui voulait épouser le père. Bon, après, chaque adaptateur est libre de son interprétation. Bon, là, j'ai pas le temps de vous faire tout, mais Aïssa, je lui ai raconté jusqu'au bout. Elle a adoré. Elle m'a dit, mais franchement, Karine, ça ferait un super film. Je comprends pas pourquoi tu continues, tu t'obstines à raconter les contes dans leur jus moyenâgeux. Franchement, je sais pas. Et puis, de toute façon, je me sens pas super bien là. Ça va, Karine? Non, je sais pas, j'ai la nausée. J'ai raccompagné Isa et... la scène d'inceste sur le canapé, moi, ça m'avait dégoûtée. J'avais la nausée, j'avais envie de vomir. Et je me suis rendu compte que quand je raconte l'histoire d'un roi dans un lointain royaume,
qui veut épouser la princesse suite à une promesse faite à la reine avant de mourir. Il y a longtemps. Ben, j'éprouve pas ce dégoût. J'éprouve pas ce rejet. Par contre, je suis troublée par l'énigme et l'étrangeté de cette situation. Ma pensée n'est pas sidérée. Un roi qui veut épouser la princesse, c'est malaisant, c'est gênant, mais c'est choquant. Comme si le symbolique déposait délicatement un voile qui permet de penser. Là où l'acte décrit directement sidère la pensée. Alors moi, c'est ça que ça m'a fait, en tout cas. Et puis d'ailleurs, j'ai pensé que dans ce conte, quelle que soit la version d'ailleurs, ben, c'est la mère qui désigne la princesse comme partenaire, comme future épouse pour le roi avec sa promesse. Bon, évidemment, elle ne le fait pas exprès. J'imagine bien que se prolonger dans les traits de sa fille, c'est sa façon à elle de ne pas mourir tout à fait. Mais c'est comme si la fille était prise dans le corps de la mère. D'ailleurs, elle est définie pendant tout le conte que par sa ressemblance à sa mère. Une princesse qui ressemblait trait pour trait à sa mère. C'est de ça qu'elle fuit aussi. En tout cas, moi, ça m'intéresse, même si c'est l'histoire d'une princesse dans un lointain royaume. Ça me parle, ça me fait réfléchir. Et je pense qu'on en a besoin parce que, franchement, si le tabou de l'inceste existe, c'est bien que ce désir circule dans les familles. Et si le tabou interdit l'acte, il n'empêche pas. Et il est impuissant à détruire ce désir. Le nombre ahurissant d'inceste le prouve. Alors moi, je pense qu'il vaut mieux en entendre parler. Et je pense que c'est ce que fait le conte. Il offre un espace pour penser. Et pas que. Il propose une issue. Parce que la fille, la princesse, elle demande de l'aide à sa marraine. Elle s'enfuit. Et puis, elle s'en va aimer ailleurs. On dit que j'ai un amoureux, on dit que j'ai un amoureux. Ah, j'en ai un, j'en ai pas, j'en aurai. À la dizaine, j'aime, à la dizaine, j'aimerai. À la dizaine, j'aime, à la dizaine, j'aimerai. Bon, normalement, on chante tous ensemble, mais on n'a pas le temps. Alors, après, ce qui s'est passé, c'est que comme Isa, c'est quand même une bonne copine, elle s'est inquiétée de moi le lendemain matin. Elle m'a passé un petit coup de fil en me demandant si j'allais mieux. Je l'ai rassurée. Alors elle m'a dit, écoute, tant mieux parce qu'il faut que je te raconte ce qu'on a fait avec mon Jules hier soir quand on est allé se coucher. Plutôt pas, non. Mais Karine, tu penses qu'à ça? Oui. Bon, alors, je t'explique. Je lui ai raconté ta version dégueu ancienne du petit chaperon rouge, tu sais, la version où la petite fille mange les organes sexuels et boit le sang de sa grand-mère. T'aurais vu la tête de mon Jules? Il était choqué. Il m'a dit, mais ma parole, j'espère qu'elle raconte pas ça à des gamins. Ah, je vois. Bon, encore un qui pense que les contes sont des belles histoires morales, qui apprennent aux enfants ce qui est bien et ce qui est mal. Eh ben non, tu pourras dire à ton Jules que d'abord, historiquement, les contes, ça a été inventé par des adultes, pour des adultes, et que ce sont des poèmes existentiels, énigmatiques et puissants. Voilà, tu pourras toujours lui dire ça. Et puis si tu veux le rassurer complètement, tu pourras lui dire que moi, en 30 ans de carrière, de conteuse et débrouilleuse de fil, j'ai jamais... Non, pas encore le master. J'ai jamais vu un enfant sortir en hurlant. Jamais. Par contre, il pose des questions. Il s'indigne. Il s'enthousiasme. Il s'inquiète.
Ben oui, parce qu'on est ensemble pour vivre ces expériences et toute cette violence. On est ensemble. Et puis, il y a la délicatesse du symbolique. Tout ça, ça fait que pas de risque de trauma. D'ailleurs, moi, je pense que le plus important, c'est d'être ensemble. C'est la présence. Bah oui, c'est pas la même chose quand on est tout seul derrière un écran ou même un livre, et puis quand on est ensemble pour traverser l'histoire, un spectacle. Bien plus important que de contrôler les contenus, à mon avis, Isa. D'ailleurs, si on voulait vraiment enlever toute trace de violence de l'art en général, bah franchement, je pense qu'il ne resterait plus grand-chose. Hein. Et puis, Isa, je me disais, en fait, qu'est-ce qu'on veut faire avec nos enfants? On veut que ce soit des perroquets bien élevés qui répètent ce qui est bien et ce qui est mal, ou on veut que ce soit des êtres libres et capables de penser? Enfin, c'est quand même bien quand on est un peu dérangé qu'on se met à réfléchir, non? Comment est-ce qu'ils vont apprendre à argumenter, à critiquer, à se défendre et à s'indigner si tout est toujours lisse et conforme à la morale? Moi, je ne vois pas. Alors, il y a eu un petit blanc au téléphone, mais je ne vais pas le faire parce que ça prend trop de temps. Elle m'a dit, bon, écoute, d'accord, mais franchement, Karine, entre la petite fille qui mange les organes sexuels de sa grand-mère et Charlotte aux fraises, il y a peut-être un juste milieu à trouver, non? Ouais. Mais enfin bon, Isa, t'as été enfant toi aussi. Tu sais bien. Les enfants, ils vivent pas dans ce monde plein de paillettes, de bons sentiments, souriants, que les adultes ont inventé pour eux. Enfin, je veux dire, les enfants, ils connaissent très bien la violence des émotions et des relations. Et à mon avis, ils vont se sentir bien seuls, avec leur jalousie, leur haine et leur désespoir, s'il n'y a plus que Charlotte aux fraises et pas de patrouille. Puis je vais te dire, Isa, moi aussi. J'en peux plus, en fait, moi, de cette culture de la pensée positive et de la bienveillance. Obligatoire, donc hypocrite. Je veux dire, il n'y a pas moyen. Hein. Cette culture qui voudrait éradiquer toute forme d'agressivité et qui prétend éradiquer aussi, non, gérer les émotions dites négatives avec de la moraline, habillée de sagesse orientale, pas très bien digérée. Non mais franchement, Isa, ça n'existe pas les émotions négatives, on est d'accord? Enfin, je veux dire, le désespoir, le chagrin, l'angoisse, la haine même, bah, ça fait partie de notre humanité. Sans elle, on serait amputé d'une part de notre humanité. Ça n'existe pas, les émotions négatives. Et puis, ça ne se gère pas comme un compte en banque, les émotions. Ça s'éprouve, ça se traverse, ça s'élabore, ça se parle, ça se sublime. Et on les cloue au pilori d'une bien-pensance et d'une vision niaise de l'enfance. Les contes sont des rares espaces pour nos cloaques et nos chaos. Je vais te dire moi ce que je pense, Isa. Les contes sont d'utilité politique. Voilà. Ça va pas bien, Karine? Non mais c'est dingue, toi, faut toujours que t'éruptionnes. Ok, je suis désolée. Je me suis laissée déborder par mes émotions. Ouais, mais t'as de la chance que j'ai commencé la communication non violente, hein, sinon il y a longtemps que je t'aurais raccroché au nez. Hein. Je suis désolée, Isa, mais tu comprends. Bon, enfin, voilà. C'est chouette, en tout cas, d'avoir une amie comme toi avec qui se disputer. Puis, tu sais, tes questions, elles m'intéressent. Le désaccord, ça m'oblige à penser. Merci. On se voit bientôt? Ouais, allez. À plus. Bisous.
Quand j'ai raccroché, j'étais bouleversée. Je me disais qu'elle avait raison, Isa. J'étais énervée, mais franchement, si on regarde dans les contes, il y a de la violence, et pas qu'un peu dans les contes merveilleux. J'ai fait un inventaire, comme ça, vite fait. Les personnages sont abandonnés, séquestrés, affamés, démembrés, découpés en morceaux, dévorés, humiliés, désavoués. Vous voyez autre chose? Franchement, trahis, empoisonnés. Enfin bon, franchement. Puis à un moment, ça se résout. Mais moi, ce que j'éprouve, c'est que c'est pas une espèce de happy end hollywoodien. Non. Moi, ce que j'éprouve, c'est que ce serait plutôt une résolution, mais au sens musical. Da 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 da. Quelque chose d'évident, de profondément soulageant. Les personnages traversent 1000 épreuves. Franchement, ça insiste, ça se répète, ça recommence. Rater, rater encore, rater mieux, rater pire, aurait dit Beckett. Une vraie compulsion de répétition, aurait dit Freud. Puis à un moment, ça se résout. La fin des répétitions douloureuses. C'est peut-être ça le merveilleux.